je vais parler en français et en anglais. When I was preparing for this panel, I was reading a lot of Toni Morrison, I was reading a lot of Fred Moten to try and figure out what it is that we're trying to do when we talk about reappropriating institutions or culture. We live in a space where we are diaspora, forced diaspora, which means that already there is a disconnection that we are sort of dealing with by our very existence on this land. That's the first thing that we have to take into consideration when we're talking about reappropriation. We've already lost something. So then, within that position that we find ourselves in, how do we even think about our own imagination, our way of creating, the language that we use to talk about ourselves, right? Because reappropriation, we're talking about owning ourselves, understanding who we are enough that we can define ourselves outside of how whiteness and oppression and racism and slavery defines us. Like, I don't even want to talk about that. Toni Morrison talks about racism as distraction, as something that forces us to explain ourselves over and over again, justify our intelligence, talk about ourselves as kings and queens to show that we are as superior as any other, culture. And so for me, that kind of conversation is a vicious cycle, but it's also something that we have to be really aware of. How do creatives, how do Black curators, writers, performers, artists also have to be responsible for their output, responsible for what they're imagining and what they are showing to the public? Toni Morrison speaks about wanting her imagination to be unencumbered by labels, by definition, but also she wants her imagination to be responsible. I want to talk about our own accountability and reappropriating or just defining our culture, what it is that we talk about amongst ourselves, right? What it is that we're practicing amongst ourselves. How are we organizing ourselves? That is the only thing that we can be in control of. So the way that people are appropriating our culture, that's not our problem. We didn't create it. We're not going to find the solutions. I'm not here to provide answers to problems created by others. But what are we responsible for and what we imagine our futures to be as a community, as a collective? And so this is what I hope we will be exploring here in this panel. How am I on time? I'm pretty good, okay. So one of the things that I want us to discuss as we're talking about this is the culture of silence that we're currently living in, where a lot of the ways that we talk about what we do is completely underground. We talk about opacity as a way that we survive, right? We only talk amongst ourselves. We use language codes that only we can understand. But then we're not alone, In terms of what we do for the culture, we take a lot of space. But in numbers, we're not a lot, right? Like, we talk about decolonizing institutions, how many Black curators, how many Indigenous curators, how many not only writers, right? BIPOC writers, but also how many directors, how many decision makers, who's writing about us. All of these things make it really complicated and complex for us to talk about how we're building things, Fred Moten talks about a concerted effort not to be white. We have to understand that we live in a space where preservation really is important, taking care of ourselves, protecting each other. And so when we talk about an institution,
how many of us are isolated truly? I mean, we just were reading about what happened to Dr. Charmaine Nelson at NASCAD, who quit because of the ways in which, well, see, we're so isolated that we don't even know the news. We're not supporting each other. So you have one of the most brilliant, someone that I claim as a mentor, who was the only Black tenured art history professor at McGill, who left to go to Nova Scotia and create a new institution that really looks deep into slavery in Canada. And she moved, and within a year, she left because she didn't get the support she needed. She had to justify the existence of this thing that they invited her to lead, and so she left. But then communally, the conversations we need to be having is, why don't we know? Who's supporting her? Who's going out in front of these institutions and telling them, if you mess with one of us, you can't work with us? How are the ways that we are openly delineating our cultures? Because one of the curators that was a guest curator at the Guggenheim that sort of spoke out when she was invited to do an exhibition about Basquiat, I believe, about how messed up the whole, we're doing calling ins and maybe calling out a little bit because who has time now these days? So Chayandria Labouvier, who was a guest curator, a Black guest curator, the first ever in the history of the Guggenheim to curate a show at the Guggenheim. So a lot of people were celebrating that, but also processing that racist number of like more than 100 years, where of course these institutions need Blackness to exist, to define their culture, to understand the history of America, right? Racial discourses are embedded in cultural productions in the United States, right? How do you understand culture without understanding race in the United States? You can't. But she was the first to be invited to do an exhibition at the Guggenheim. And she speaks about the culture of silence that exists there, where even the people who denounced what was happening had to do it in, anonymously. And she says, so much of the industry relies on social networking, parties, dinners, and unregulated wealth. No one wants to challenge that for fear of losing what is very elusive access to these spaces. So we have to work with the constant fear of being excluded. How much of that silences our values, our principles, the way that we speak to each other? Do our discourse changes depending on what spaces we're operating in? What is this constant defensive status that we have to have that limits our power, our sense of agency within the cultural sector? And so when we talk about getting rid of that fear, we're also talking about, how do we become independent from the money? We have to write grants for institutions whose purpose is to give us money, but yet we have to justify, or explain how Black what it is we're doing, how it's gonna dismantle, racism that's put in place by the white people giving us money. Like, it's so interesting how in the very ways that we have to try to dismantle these places to reappropriate our cultures, we're perpetuating them. We're perpetuating our reliance on the very systems that we're trying to dismantle. That's what capitalism puts us in. And we have to talk about that when we're talking about cultural reappropriation. How do you do that in what James also has studied to be racist capitalism? That's a very huge crisis in our way of being able to imagine our futures without thinking of money. So you need wide wealth, you need wide grants, you need wide governments, you need the nation state to exist in this place that you're trying to dismantle. I think we have a lot more questions than we have answers. That's
I wanted to be honest about the fact that we will try different ways of reappropriating and they will fail. Because we ourselves are trying to figure out a system that, in its very core, in its very center, a society that excludes us, right? That needs us by excluding us. And so how are we playing into that dynamic when we talk about what we produce and what we organize institutionally, by artists, by writers, by performers? Yeah. So now I will read the exact question that the panelists will be answering. Je vais le faire en français pour balancer les choses. Alors, la décolonisation des arts est un grand chantier que plusieurs organisations culturelles ont commencé à entamer. Qu'en est-il réellement? Quel est le rôle des différentes parties prenantes de l'industrie, incluant le public, dans cette transformation? Que ceux qui ont commencé à lutter avant nous ont laissé des traces. Deuxième chose, comment on est conscient de ces traces qui ont été laissées? Exemple, quand j'ai questionné c'est quoi l'impact de la couleur de ma peau en tant qu'artiste sur ma carrière, donc j'ai essayé de trouver des symboles de réussite dans notre société québécoise qui correspondent à ce que je suis en tant que personne racisée. Donc à l'université, il n'y en avait pas à l'époque. Donc, et c'est là que je me suis mis à reconnaître, je vais bien le dire, la notion du noir. Qu'est-ce que je ne savais même pas moi-même. Donc, j'ai pris une conscience. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû creuser pour aller lire l'histoire d'Haïti que moi-même, je ne connaissais pas. Donc, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, de comprendre exactement d'où je viens. Mais il y a un truc qui s'est éveillé dans mon esprit, était pourquoi je suis toujours en train de me révolter contre toutes sortes d'injustices. Donc, en lisant l'histoire d'Haïti, j'ai eu la réponse. Parce que je voyais, j'étais descendant des premiers combattants qui ont libéré le peuple noir, qui a reçu leur liberté. Donc, il était clair pour moi, j'étais identifié, je faisais les actions sans même comprendre. Donc, l'histoire m'a permis de comprendre mon identité. Donc, dans la décolonisation, il faut qu'on s'approprie nous-mêmes de ce que nous sommes. Donc, c'est à partir de là, je pense qu'on aura les outils. Alors, deuxième chose que je me suis posé, la question, et pourquoi on ne parle pas d'enrichissement des personnes racisées, de donner du pouvoir, le mot en français, j'ai oublié, mais empowerment, les personnes, parce que si on n'a pas de pouvoir, nous ne pouvons pas décoloniser. Et je peux même dire une chose concrète par rapport à ça. Il y a eu une exposition qui s'est faite aux Beaux-Arts, le Madi, qui est un musée en mouvement, qui est une œuvre participative. Quand j'ai placé cette œuvre à l'intérieur, c'était le musée dans un musée, je suis devenu directeur conservateur en chef. Donc, j'exerçais un pouvoir à l'intérieur même de l'institution. L'institution ne m'a pas invité à exercer une fonction ou un rôle. Donc, j'ai pris un pouvoir. Donc, on ne peut pas attendre. Et c'est ça le point important. Lorsqu'on parle de notre communauté, lorsqu'on parle de décoloniser, il faut comprendre déjà là, on doit être en posture de pouvoir. Ça veut dire de définir par nous-mêmes ce qu'on veut devenir. Et voilà, selon moi, la clé qui m'a permis de mettre en place ce musée, parce que je me suis posé la question, comment valider les artistes qui ont les mêmes pratiques que moi en dehors du système, mais tout en étant dans le système? Alors, comprenant que les musées, ce sont des lieux de pouvoir, de validation, où se jouent les privilèges, alors je me suis dit, pourquoi ne pas jouer le même jeu? Donc, cette posture m'a permis de valider plusieurs pratiques, de valider d'autres artistes. C'est une structure. Donc maintenant, on va passer aux réponses des deux autres panélistes. Allô? Ce que Stanley a dit. Wow, Stanley et Josephine, merci. I think I'm going to speak English. We keep
grabbing these words from the institutions like decolonization, decolonial. We need to stop that like right away, because these words are starting to control us more than liberate us. My work, my main work is that I study creative industries. And what I really study is how the notion of creativity and creatives has become an advertising term. How it has become co-opted. The notion of creativity has become co-opted by a monetary system. So I guess to sort of like, I guess answer Stanley, because I guess that's what we're doing right now. I want to just maybe say something that was asked of me a few weeks ago by a Pakistani curator, and she said, "What is your commitment to truth?" And she says that every relationship she has with people right now, with any institution, with any person, she asks that question, right? So if we're talking about decolonization and all these sort of things, instead of talking about that, we need to really move to what Josephine is talking about. And let's get rid of decolonization. It's about breaking the silence. Breaking the silence of what the institutions are doing, the violence that they're doing, and they're continually doing, and also breaking the silence amongst us, not speaking about the institutions. One of the things I would ask Stanley is, just to be very frank, the Musée des Beaux-Arts has a very, very extremely violent history. In 2012, the museum returned a human head. They had a human head of an indigenous person in their collection. In 2012, they returned it. This is what we're dealing with. We're dealing with institutions who are at such a level of violence that it's a literal violence. So the first thing I would ask is, how do we even go into an institution and try and actually do an exhibition there? Like, is that something we even want to do? Do we want to even be in an institution like that, which is not willing to actually break the silence? So again, it's a question. I actually don't believe that we should be working with any of these institutions, to be very frank with you. The person who advised me on that was Chayendra Lebouvier, who's actually one of my mentors now. You know what she said to me when I was hired to do the performance curation for the Basquiat exhibition at the Musée des Beaux-Arts? I quit. Because you know what she said to me? She said, "You know what, my brother? There you are, all excited about having your name on a Basquiat exhibition, without actually looking at the institution and how they're framing the dialogue around Basquiat." So she put me in a position where I was like critiquing the institution, saying, well, you know what, they're not doing this, they're not doing that, they're not doing this. But she said to me, she said, look a little deeper inside of you, brother. You agreed to do this. You agreed to do this inside of an institution which you don't agree with, an institution which is highly problematic ethically, and you were just ready to sign your name away. Tout ça fait tellement écho chez moi, mais ce qui a été nommé de définir par nous-mêmes ce qu'on veut devenir, ça résonne beaucoup. Et je pense que la réponse à ce qui vient d'être nommé, c'est aussi de dire non. De dire non à ces institutions, de recevoir ces offres-là qui sont magnifiques, qui sont bien emballées, qui en fait répondent à des quotas principalement et à une mode qui est très présente en ce moment. Moi, je vais vous avouer que de par l'intersectionnalité que je représente en tant que femme autochtone, mais aussi afrodescendante, je suis comme une boîte qu'on veut cocher. En fait, on peut cocher plusieurs cases avec moi, fait qu'on m'appelle souvent. Et j'apprends en tant que relève à encourager mes pairs et à avoir ce privilège-là de dire non. Non, je suis la seule personne de couleur dans la pièce. Non. C'est pas du tout un honneur, c'est un affront. Je vais devoir aller dans un musée où il y a encore des pièces qui appartiennent à mes ancêtres ou à des communautés autochtones. C'est non. Okay, so now, James, you get your 3 minutes. And I will remind everyone that after James speaks, you have 3 minutes to share. Okay, so I try to create my own terms for what's going on. And one of the things I think we really need to do is, one of the things that I'm asking whether we should do moreover is, I like this word in French, it's échafaudage. Échafaudage. Échafaudage, right?
So I think we really need to start thinking in terms of a scaffolding and understanding the scaffolding that's underneath the institutions and that's underneath ourselves. So let's start with the institutions, because I don't want to work with the institutions, but I'm not going to let them get away with what they're doing. That's to be very frank with you. And I agree with Josephine that we don't have to pay attention to that. We just need to build our own institutions. But somehow I can't just do that. I can't just close my eyes to an artist like Nicholas Party having an exhibition, borrowing from Indian artists, and nobody writing an article at all? Like, are you kidding me? I can't close my mouth when there's an exhibition of Riopelle and Grey Owl is featured in the exhibition, a white man who pretended to be indigenous, and there's absolutely no critical discourse about this white man who is celebrated in 2022 inside of a government-funded museum. I can't shut my mouth either when there's a Basquiat exhibition curated by 3 white curators in 2022. So let's start looking at the scaffolding. And of course, everybody says to me, oh, James, you can't say this, you know, it's dangerous, no, whatever, right? Bottom line is, we need to build our own institutions, but to get those funds, we still, in some ways, do need to go to government institutions. And we need to talk to government institutions, to government funding bodies, about the fact that the whole program of diversity and all the funds that are being given to these institutions, it's not working. There is some good news. In the Parliament of Canada right now, there is a bill, there's an act, which is called something like the Creativity Expression Act or something like this. I'm working with a senator on this. In this bill, and it's good for all artists in Canada, they're looking at the status of the artist, how important the artist is in society, how artists should be involved in planning cities, all this sort of stuff. And one of the most important things that's been brought up by an Indigenous curator is the fact that right now, we just need to stop literally giving money to these institutions of diversity. The government should do that, and that we need to start, those funds should start coming towards us. But I still believe that this scaffolding and thinking about understanding the scaffolding underneath all of this is important. That also includes how we, over here, relate to the idea of creativity, which is what I brought up before, right? So what is this creativity? What is our rapport with it? And one of the things I always say is, just because you're creative doesn't mean you're open. So let's think about what we mean by creativity, what our rapport with it is, and how we are enmeshed inside of a capitalist system, which is actually always in the specter of creativity. Now, returning back to this notion of reappropriation. Again, and talking about scaffolding, right? Again, I can't let things go. I can't let things go. I am one of the people who I honestly risked my life when Robert Lepage did this savagery with Betty Boniface, creating this play with all white actors. And to be honest with you, we never spoke about some of the details of this, right? It was such a cloudy moment, right? About how Betty Boniface took the lyrics. This has never been discussed in the media. She took the lyrics from the slave spirituals. She actually changed the lyrics. She changed the meanings of the lyrics in a way which really was not really favorable towards us. So when we're talking about the scaffolding, l'échafaudage, let's look at some of these issues that have come up over the last years of appropriation. And have we really properly had the proper discourse about them? Have we had the real dialogue about them? Should we even be talking about it still? I think we really need to sort of have a way to continue these dialogues and then end them. So there was Robert Lepage and the Slav. Okay. And then there was Dominique Gagnon and Of the North. So I just hope that we can start to really create a discourse about how these institutions are still involved in appropriation. Je suis plutôt plus celui qui peut avoir une approche de dialogue. Je comprends la posture qu'on n'a pas besoin de ces institutions-là. Il me semble, si je recule quelques années, j'ai encore cette même posture. Je travaille pour créer, j'ai créé, j'ai mis en place.
quelque chose que j'ai construit qui est ce MADI, le Musée d'art actuel département des Invisibles. Puis, je ne crois pas qu'on peut travailler sans les institutions. Je pense qu'il faut qu'il y ait une co-construction, une co-analyse, juste une minute, qu'il y ait un dialogue. Là, on est en train de dialoguer ensemble, trouver des moyens de changer et transformer le milieu. Donc, je ne dis pas que ce que je parle, pour moi, c'est un partage de pouvoir. Ça veut dire que de reconnaître que, oui, les institutions jouent un rôle, font un travail. OK, on a été mis de côté. Alors maintenant, quelle est notre part? Là, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord qu'on donne l'argent, exemple, à des institutions pour faire appel à des gens de la diversité. Donc, l'argent est toujours distribué aux mêmes. C'est là que je parle. S'il n'y a pas d'enrichissement des personnes racisées, on ne peut pas aller nulle part. Donc, on va toujours être dans la même posture. Les décideurs vont décider à tous les 10 ans quand est-ce que c'est notre temps, quand on parle de nous. Donc, c'est le moment que nous, actuellement, de se positionner. C'est le moment, actuellement, qu'on doit prendre du pouvoir et prendre une posture de transformation de 360 degrés. Je pense que pour se positionner, pour que ça puisse faire du sens, ce qui revient là, depuis tout à l'heure, c'est ce besoin-là de briser le silence. Et donc, selon moi, ça implique d'affirmer comment est-ce qu'on aurait besoin que ça fonctionne pour que ça fasse du sens pour nos communautés. Puis là, on parle justement de ce fonctionnement-là, de comment on finance les arts ici chez nous. Moi, j'attends avec impatience de gagner à la loterie et de gérer tout ça. Mais autrement, je me dis, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. C'est là récemment, entre autres, pour certaines demandes en lien avec la diversité, avec des demandes autochtones, on n'a pas besoin de rédiger le formulaire. On peut envoyer des notes vocales, par exemple. Mais peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Peut-être qu'il faut juste aller voir les artistes. Peut-être qu'il faut les accueillir dans un environnement. Quand on parle de décoloniser, pour moi, à la base, ça sonne un peu faux. Ça sonne justement comme juste un autre système pour nous contrôler encore plus. Fait que j'ai vraiment cette impression-là, puis je ne suis aucunement à l'abri de ce que je décris, mais qu'il faut travailler parallèlement à peut-être mettre le feu à certaines institutions. Ceci est une blague pour des raisons légales. Et à en créer d'autres, définitivement. So now you can speak for minutes. J'ai 3 minutes. C'est stressant, cette chose. Mais ouais, je continuerai là-dessus. Je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, en tant qu'artiste, puis mon lien avec la créativité, ça va vraiment là, c'est par affirmer mes besoins, ce qu'ils sont, puis je pense qu'affirmer, même là, c'est pas suffisant, c'est de les crier, et avec les émotions qui vont avec. Et c'est pas justement les émotions colonisées qu'on espère souvent. C'est pas toujours des emails qui sont polis, qui commencent par « Bonjour, j'espère que vous allez bien ». Pas du tout. Et ça passe par là. Et ça passe par dire justement aux curators, puis venez voir dans ma communauté ce qui se passe. Non, moi, je vais pas aller vous présenter mon projet. Venez voir. Je pense que c'est de briser ces codes-là, d'en proposer des nouveaux. Et là, on tombe aussi dans la responsabilité du public par rapport à l'art. Je pense que le public a des attentes par rapport à l'art. L'art devrait nous divertir, devrait nous plaire, devrait nous déranger, mais jusqu'à un certain point. Je pense que c'est de sortir de ça. Puis de se dire, consommer de l'art, c'est important comme on devrait consommer de la nourriture et de l'eau. Consommons de l'art autrement, avec justement cette ouverture-là dont on parle tellement. Mais en fait, on va s'asseoir et des gens s'attendent à ce que le show soit bon. Si c'est mauvais, on est fâché. Mais je pense on se doit d'offrir aux artistes cette liberté-là si on veut vraiment que ça change. Et ça va impliquer d'aller voir des shows qui sont mauvais. Mais ça va impliquer aussi une créativité qui est toute nouvelle, qui sort des pans qu'on a en ce moment. Et ça va impliquer des shows qui seront probablement pas dans les salles, qui seront probablement pas au centre-ville, et qui seront peut-être pas à des heures décentes. Mais peut-être que ça nous ferait du bien d'aller vers là. Puis je parle pas nécessairement de quelque chose d'expérimental, mais de se dire, on va avoir de l'art autochtone, mais ce sera pas l'art autochtone auquel vous vous attendez. On va avoir de l'art afro, mais vous ne saurez pas pourquoi ça l'était. Et je pense que les attentes par rapport à l'art en ce moment détruisent ce que l'art est.
J'aime beaucoup le point quand tu parles de que les gens viennent. C'est intéressant depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on parle de musée noir afro et tout. Ok. Je ne pense pas que je suis le premier à lancer ça, mais je pense que j'ai été très actif à mettre en place un truc comme ça. Donc, le musée qu'on travaille pour mettre en place, c'est à Montréal-Nord, tu vois. Le fait qu'on a choisi Montréal-Nord, est-ce que tu sais que tout le monde... J'ai pas reçu de soutien de presque personne. Pourquoi tu vas à Montréal-Nord? Mais pourquoi? OK? Il y a un projet de construire un centre noir, afro, tous ces gens. Quand j'ai parlé, tout le monde m'a convaincu que le centre-ville était meilleur. Vous comprenez? Ils disent, pourquoi allez-vous enrichir un lieu de personnes aisées en bourgeoisie, alors que là, je leur ai dit, qui prend soin de la population? Je dis, qui est chauffeur d'autobus ou qui nettoie? Quand les infirmières ont fini, pourquoi là, ils doivent faire 1 heure et demie pour aller voir l'art, la culture? Qu'est-ce qu'on offre à ces gens-là? Alors, c'est ça le truc. Pendant qu'on parle, on va toujours aller enrichir le maître, lui donner plus de valeur. Alors, un musée à Montréal-Nord, qu'est-ce que ça va faire? Enrichir aussi ces personnes-là qui vivent là, qui ont aussi des appartements, qui ont aussi des logements pour pouvoir... c'est toujours la même technique. Donc, je trouve qu'on doit vraiment prendre l'art, le ramener ailleurs. Ça aussi, c'est une forme de re-questionner, de restructurer le milieu de l'art en allant vers les autres et que l'art se rend directement là où on a vraiment besoin. I think what's important right now is that there's a shift in the whole contemporary art world, which is actually to our advantage and actually something that we have actually brought into existence. The classical notion of consuming art is what they call aesthetic judgment, which means you go to a museum informed, you studied art history, and you read books, and you go in front of a painting, and you make some kind of judgment. The real world we're in right now in terms of art is what they call the art of affect. That's an art where you present yourself and there's an effective emotional connection with the art. So this is really an interesting moment for us because in fact in Montreal, we're already doing this. And I think we often overlook certain tendencies that are already existent. I'd like to mention Moonshine. The Moonshine Collective have definitely created their own kind of moving museum in a way. And it's nothing less than the Contemporary Art Museum. In fact, what they're doing, the Moonshine Collective, is actually being done in most museums around the world that actually are doing decolonization. So I think we're in a very important moment to really observe young avant-garde movements like Moonshine and understand what they're doing. Parfait, merci beaucoup tout le monde de vos interventions. La question que j'aurais, c'est que j'ai cru comprendre quand on parlait que vous disiez qu'on n'a pas nécessairement besoin des institutions pour créer des projets, pour créer des événements, excusez, j'ai oublié votre nom, je pense. Vous avez dit qu'également, quand on vous appelle, des fois, vous refusez. Comment réussir à créer des événements comme, par exemple, aujourd'hui, que sans ces institutions-là qui peuvent nous financer, sans ces subventions-là, sans être sur leur table et essayer de changer les choses. Parce que moi, je crois quand même que pour pouvoir changer, mais il faut être à leur table également. Il faut qu'on prenne leurs subventions, puis qu'ils viennent à nos événements, puis ils voient vraiment l'impact. En refusant toute collaboration, comment qu'on peut réussir à changer les choses concrètement? Parce que on est conscient, c'est pas notre communauté qui va financer nos événements. Alors, moi, j'ai le coup de quand on dit oui, puis le coup de quand on dit non. Puis, tu sais, je pense qu'on parle beaucoup de se réapproprier notre culture dans des contextes où on est très privilégié d'avoir la discussion d'abord. D'être ici, c'est un gros privilège. De pouvoir en parler, mais aussi d'avoir un avis très blanc ou noir par rapport à la situation, c'est penser aux jeunes qui suivent un taille sur Instagram, puis qui se dit, moi, si on me donne l'opportunité d'avoir une visibilité en tant que personne afrodescendante pour que je devienne comme un taille qui est en train de faire le tour du monde avec ses représentations et tout, moi, je dirais oui.
Maintenant, si lui, il dit oui, il se retrouve dans une des institutions qu'on veut changer, démolir, brûler, name it, il va se faire backlasher par sa communauté, nous, clairement, parce qu'on va lui remettre en question le choix qu'il a fait, sauf que quelle alternative on lui donne, lui? Quelle alternative on donne aux gens qui disent non à quelqu'un qui veut leur donner une opportunité, qui va leur donner un rayonnement, puis à qui on dit non, oui, OK, très bien, dis non, mais après, comment je me fais de l'argent dans la vie? Comment je mange? Comment je nourris mes enfants, si j'en ai? Comment je continue à produire si je n'ai pas ce rayonnement-là? Et surtout, qui me protège quand je dis oui, que je reçois le backlash de ma communauté, comme les gens qui ont participé à Slave, les personnes afrodescendantes qui ont accepté de participer à Slave, puis qui disaient, c'est quoi les opportunités en ce moment pour moi? Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger en tant que communauté? Fait que comme il me reste 4 secondes, je vais juste finir. Merci. Merci. Moi, ma question est, c'est dans un contexte où je suis un enseignant et donc cette question est pour m'aider à être un meilleur pédagogue au niveau de mes jeunes. Parce que je sens que beaucoup de ces problématiques qu'on parle, si les jeunes à qui on enseigne présentement, on les enseigne de la bonne façon, peut-être que ça va être amélioré, parce que c'est eux qui seront les décideurs de demain, les membres peut-être des institutions. Et donc, bon, souvent, je dis à mes jeunes que, peut-être à tort, une des façons qu'on va réussir à changer les choses, c'est si on garde en vie la discussion. Et du moment où l'échange et la discussion se brisent, on ne peut plus nécessairement avancer. Peut-être je le crois à tort et je vous invite, si vous êtes d'une opinion différente, à m'expliquer pourquoi, parce que je veux juste apprendre aussi aujourd'hui. Mais la question que j'ai pour vous, c'est comment on fait pour garder en vie? Bien, en fait, 2 questions peut-être. Est-ce que c'est nécessaire de garder en vie la discussion avec ces institutions? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et 2, ensuite, comment on peut le faire dans ce contexte de réappropriation pour garder cette discussion en vie et qu'on ne s'efface pas à travers cette discussion ou peut-être qu'on n'efface pas l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est ça. Merci. Bonjour. Ma réflexion par rapport à ce qui est dit, en fait, celle qui me tient le plus à cœur, c'est, puis que je trouve que j'entends pas assez qu'on en discute dans nos communautés, c'est par rapport à la spiritualité. Tu sais, dans la société ici, il y a eu un grand détachement avec la religion et par ricochet la spiritualité. Puis on est très dans le tangible, alors que dans les sociétés africaines et descendantes africaines, la spiritualité est vraiment au cœur de qu'est-ce qu'on fait. Mais on essaie de s'adapter à un système où est-ce que la spiritualité n'a pas sa place et qui est sacré. Il n'y a pas tant le sacré comme on le connaît. Donc, je me demande quelle place est-ce que la spiritualité a, vous, dans votre processus, autant décolonial, de recolonisation, de créativité, quand vous êtes présent dans, parmi les citoyens tous mélangés. Parce que je trouve qu'il y a comme ça crée un setback spirituel de toujours nous ramener dans une position dans laquelle on n'est pas individuellement. On se ramène tout le temps dans une posture un peu d'esclaves ou de personnes soumises ou de sous-citoyens, puis ça a un impact qu'on en discute ou pas. C'est ça. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup aux panélistes, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir s'exprimer. La question que moi, je vous adresse, et aussi ainsi qu'à tout le monde, se résume un petit peu à savoir aussi si on s'aime réellement. Je vais essayer de le développer si j'arrive avec le temps. Donc, il nous manque un espace public. Un espace public qui est en lien, c'est vraiment là le lieu que se trouvera nos décolonisations. Donc, dans cet espace public, on devrait trouver une présence visible de toutes nos cultures, de toutes nos communautés,
Et je prends un exemple, par exemple, dans l'affichage. Lorsqu'on marche dans la rue, si on voit un affichage en hindi, on sait que, ah, tiens, il y a une présence indienne. En mandarin, ah, tiens, il y a une présence chinoise. En arabe, tiens, il y a une présence arabe ou musulmane. Quelle est cette présence que l'on a dans l'espace public et plus spécifiquement dans ce qu'on appelle les modes de communication? Parce qu'on est surpris de voir qu'il y a peu de personnes, alors qu'on sait très bien que la communauté noire est grande. Comment est-ce que ça se fait qu'ils n'ont pas su s'orienter vers ici? Merci, merci. Je vais rajouter juste une petite chose. Vas-y. Merci beaucoup. Il en vient. Pourquoi est-ce que je parle de savoir si on s'aime réellement? On est d'accord que, à la suite de la colonisation et de l'esclavage, on nous a effacé en fait cette capacité de nous aimer personnellement. On a des noms qui ne sont pas propres à nous. Rishi, Janaki, Mohamed, on sait directement à qui est-ce qu'on pense. Que ce soit Inouk ou ainsi de suite. Mais si on parle de Joseph, Franz, si on parle de Muriel, Claire, je sais qu'on s'adresse à un Français. À quel moment est-ce qu'on regarde notre africanité et on l'embrasse? C'est ça ma question. Merci. Bonjour, moi, ma question va être quand même assez simple. Je trouve que pour un panel qui s'adressait à qui parlait de décolonisation, il y avait vraiment beaucoup cette injonction à concrètement définir son rapport face aux institutions et particulièrement aux institutions muséales. Moi, j'aimerais juste vous poser la question, en parlant de décolonisation, quelles sont les plateformes, quelles sont les initiatives, même dans votre travail, que vous voulez souligner, qui ne s'inscrivent pas dans ce rapport avec les institutions? Il y a beaucoup de financements qui sont offerts différents paliers gouvernementaux, que ce soit à l'échelle municipale, provinciale ou fédérale. Là, on a une initiative qui est financée notamment par le Conseil des arts de Montréal. Donc, il existe une possibilité de financement pour ces initiatives-là. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Parce que là, on a beaucoup parlé des institutions muséales ou des institutions de façon générale, mais est-ce qu'on peut parler aussi des autres initiatives qui existent, qui sont importantes et qui s'inscrivent dans ce discours décolonial? Merci. Alors, la dernière personne. Oui, bonjour. Au fait, c'est un commentaire, ce ne sera pas nécessairement 2 minutes. La question que je me pose, moi, c'est-à-dire que déjà, je questionne réappropriation. C'est-à-dire que quand on parle de réappropriation, on parle de quelque chose qui a été enlevé et qu'on essaie de prendre. Et je pense même la question de décolonisation, aussitôt qu'on en parle, c'est qu'on rentre dans cette dynamique même. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est que je me dis, on est toujours, c'est comme un enfant qui a ses parents. Donc, l'enfant se rebelle contre ses parents. Donc, il est toujours en mode rébellion. Je vais essayer de repasser sur ce et essayer de créer des discussions avec les questions que vous avez posées. Donc, one of the main questions is, this question of dialogue. How do we discuss with institutions? How do we work collaboratively? We cannot deny that il y a certaines institutions par nous-mêmes qui sont financées par des entités gouvernementales. Donc, comment continuer le dialogue qu'on peut avoir avec des institutions qui n'ont pas été créées par nous-mêmes, qui ont eu des fautes et qu'on essaie ensemble de créer une autre sorte de relation entre nous. Quelqu'un nous a rappelé que même être ici, c'est un espace très privilégié. Alors, comment est-ce qu'on parle de délimiter notre sens de subjectivité, or power, sans ignorer ceux qui ne sont pas dans cet espace? So, while we're talking about empowerment and, saying no and having boundaries, who are these boundaries not, taking in consideration? Donc, après, on a eu des commentaires par rapport à comment enseigner la jeunesse, comment inclure la jeunesse dans cette discussion et encore le dialogue de comment rester en dialogue avec des institutions qui ne sont pas les nôtres. Et on a eu, dans
dans cette question de créer notre propre espace aussi, quel est ce lieu, à quoi il ressemble, comment est-ce qu'il s'exprime publiquement, comment est-ce qu'on s'identifie publiquement, est-ce qu'il y a des parties de notre histoire, de notre culture qu'on ne met pas assez de l'avant. Et après, on a eu une question par rapport à est-ce qu'on peut aussi parler ou donner des exemples dans cette conversation, donner des exemples d'institutions, d'initiatives qui font ce travail ou qui s'inscrivent dans ce discours de décolonisation. Donc, voilà. Peut-être que je vais commencer par vous demander de, peut-être chacun, pour commencer avec le dernier, parler de une ou deux institutions qui vous inspirent de manière très courte. Brief. Est-ce qu'on parle seulement des institutions en lien avec du financement? OK. Ben, je pense que je vais parler du Conseil des arts de Montréal. Je pense, qui depuis quelques années avec le DAM fait un travail aussi important, qui finance des projets comme qu'on a aujourd'hui. Puis on a une expo articule, Code Blanc a reçu du soutien du Conseil des arts pour faire un projet de déconstruction par rapport à ce sujet qu'on parle. Il y en a beaucoup d'exemples. Mais par contre, la personne qui a parlé de dialogue est la jeunesse. Moi, c'est ce que je crois. Je ne crois pas qu'on doit mettre le feu et tout, mais par contre, s'asseoir à la table, de discuter, ça se répète, ça se dit, mais la différence, il faut aussi avoir ses propres mots à dire à table. Donc, le dialogue, je suis convaincu, c'est ce qui amène une vraie transformation. Je ne crois pas que c'est un comportement de non, les institutions, on ne peut pas endiabler tout le monde parce que le travail doit se faire ensemble. Je ne crois pas que la communauté tout seul va arriver à tout accomplir. Ça prend le dialogue. Merci. Il y a un point que j'ai oublié, pardon. On a aussi parlé de spiritualité, de religion, de ce qui est sacré dans notre processus à nous-mêmes. Et donc, je vais peut-être donner, comme j'ai fait un résumé, et que chaque personne a ce qu'ils leur ont évoqué, peut-être que chacun d'entre vous, vous pouvez prendre 2 ou 3 minutes à répondre. Hello? Hello? Vous m'entendez? Okay. It's not on, no. Hello? Hello? I think what's really important is to understand there's a time for dialogue and there's a time for getting ready to have the dialogue. Having lived in the US for 15 years, in England and France and other places like that, I'm in no way saying that there's never going to be a dialogue with these institutions. What I'm saying is that I don't think a dialogue is possible right now. I think, first of all, in our communities, we need to start exchanging social capital a lot more between us. We need to be able to actually be together and go to those institutions to have a dialogue. We're not together. We're not exchanging the social capital. I'm happy to see the Never Was Average people here because this is what we need to do before we can even go there. That's really how I feel. One thing that I think is important is that when you go to these institutions, if you're going to go to them, you need to bring your own vocabulary. Because what happens when you go there is you're forced to use a vocabulary which is not yours. And I think we're really in the construction, on est vraiment dans les chantiers de construire un nouvel vocabulaire pour avoir ce dialogue. De mon avis, on n'est pas à cette hauteur encore pour avoir on n'est pas là pour le vocabulaire. On n'a pas de magazine, on n'a pas de journal, on n'a pas d'espace public ensemble. Ça, c'est un début aujourd'hui. Je trouve ça génial. Mais je pense, après faire ça, après avoir des discussions, après collecter les données et tout ça, on aurait des nouvelles vocabulaires pour avoir ces discussions. Et une autre chose que j'ajouterais très vite, c'est que il faut regarder des fois à des institutions afro-descendantes et multiculturelles dans d'autres pays.
À Berlin, un très bel exemple, c'est Savvy Contemporary. C'est une galerie d'art qui a vraiment créé un nouvel vocabulaire jusqu'au point qu'ils ont, dans un sens, changé un peu l'Allemagne. Je veux renchérir un peu là-dessus. Je pense que beaucoup réside dans le vocabulaire, dans ce besoin-là de garder le dialogue vivant d'une certaine façon, ou de peut-être le réanimer quand le temps sera plus approprié. Mais il faut trouver un langage commun pour ça. Je pense que c'est la base si on veut établir une confiance. Je vois pas comment on peut se parler si on se fait pas confiance. Par rapport aux institutions, pour moi, c'est pas nécessairement de cracher là-dessus ou de toutes les tasser. Elles existent et je pense que si on veut naviguer au travers de notre vivant, il faut trouver une façon de faire. Mais c'est de travailler autrement avec les institutions, donc de créer des événements où les institutions ne sont pas toujours dans une position de pouvoir et ont un droit de veto sur tout. C'est de travailler vraiment en collaboration sur même le pied d'égalité, des fois, j'y crois pas, c'est de voir est-ce qu'eux sont prêts à nous faire totalement confiance, puis être comme, allez-y, on vous laisse carte blanche, on verra. Les barèmes, c'est ça, amusez-vous. Après, le dire non à ces institutions-là, pour moi, dire non, c'est pas nécessairement claquer la porte et partir. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, c'est dire non et ensuite profiter de ce privilège-là, parce que je pense que c'est un privilège, pouvoir être dans une position où on peut dire non, où on peut refuser un contrat. Puis c'est d'en profiter et de l'utiliser pour le reste de la communauté et nommer pourquoi on dit non. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on dirait oui? C'est d'utiliser sa voix et d'affirmer, de profiter de chaque occasion pour affirmer plus fort. Voici pourquoi. Moi, c'est un dilemme que je vis au quotidien parce qu'effectivement, surtout en tant qu'artiste, il faut qu'on mange. Et mon idéal, moi, c'est pas juste de manger, c'est aussi de m'enrichir pour pouvoir après financer l'art des autres. Fait que pour se rendre là, pour encourager la relève, des fois, il y a une compagnie qui va te proposer des milliers de dollars, mais ils vont aussi financer un pipeline. Fait que là, c'est de voir qu'est-ce que tu fais. Puis moi, dans ces cas-là, puis là, je reviens à quelque chose de plus spirituel, mais je me tourne vers mes communautés. J'ai besoin d'en parler, je peux pas prendre ces décisions-là toute seule, ça peut pas reposer sur moi. Fait que c'est de voir, est-ce que ça fait du sens de dire oui, puis après mettre l'argent dans d'autres choses, ou est-ce que non, on dormira pas la nuit? Est-ce que non, nos ancêtres seraient pas fiers de ça, puis nos enfants non plus? T'sais, fait que c'est d'avoir plus de moments, je pense, comme aujourd'hui, où on se pose ces questions-là, où on se relance les uns et les autres, et où on n'évite pas les malaises. Je pense que des malaises, on a besoin d'en créer plus. Merci. Donc, je vais prendre peut-être juste le reste pour rapidement conclure et après, on pourra dire nos remerciements. Moi, pour essayer, je vais conclure avec ce que le public a dit. Je pense que pour moi, la spiritualité, la religion, je le retrouve dans des textes, dans la poésie. Pour moi, c'est extrêmement important, dans ma propre langue, dans le créole, dans des cérémonies qui me sont aussi étrangères, dans un certain sens, des cérémonies, des processus historiques, ancestrales qui se reviennent à moi aujourd'hui dans la manière même qu'on manifeste, par exemple, en Haïti, en évoquant le spirituel, en restant ancré dans des langages et dans des processus corporels, dans nos manières de nous exprimer qui nous ramènent à nous-mêmes. Donc pour moi, en Haïti, la spiritualité, c'est aussi la danse, c'est aussi la manière dont on bouge dans la rue, comment on rend la rue incirculable. Pour moi, dans ces moments-là, il y a beaucoup de spiritualité, quand on immobilise le temps et qu'on se donne ce temps pour se dire oui. Je pense que par rapport à se rappeler le privilège, il est bon de se rappeler le privilège, mais là, on se parle à nous-mêmes, à ceux qui ont le privilège. Ceux qui ont le privilège se doivent la responsabilité de se demander quand dire oui et dire non, exactement pour changer les conditions de ceux qui ne peuvent pas dire non. Parce que ceux qui ne peuvent pas dire non, ils s'appuient sur ceux qui peuvent dire non. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment, on ne peut penser qu'à nous-mêmes, mais qu'on a le privilège de penser aux autres, qu'on crée ce privilège pour nous-mêmes, la conversation devient autrement.
par rapport à ce qui était dit sur la réaction, quelles sont les institutions que nous, on peut nommer? Je pense que c'est une très bonne question parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Et donc, ça nous rappelle qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est qui sont dans nos communautés? Qui sont les artistes? Est-ce qu'on travaille avec toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'au sein de la communauté, on crée des séparations par rapport à des nations, par rapport à des continents? Donc, quelles sont les séparations qu'on recrée? Moi, je pense qu'à Montréal, il y a plein d'organisations noires, mais ce que je questionne dans notre manière de les construire, c'est que le système intérieur n'est pas transparent. Est-ce qu'on comprend comment on organise nos institutions nous-mêmes? Est-ce qu'on réplique les hiérarchies qui sont dans les autres institutions? Je ne sais pas. Donc, les nommer ici, je ne me sens pas à l'aise à le faire parce que je ne vous connais pas. Je ne connais même pas, par exemple, l'organisation qui m'a invitée. Ce n'est pas transparent. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se parle? Et c'est là qu'on pourra se nommer aussi, et se nommer de différentes manières. Mais ce challenge de nommer notre culture, de l'afficher, de nommer les institutions, est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que ce questionnement est difficile. Réappropriation, c'est parce qu'on est dans une réaction. Et dans cette réaction, on ne peut pas se connaître. Donc moi, je vais laisser les autres finir. Je veux juste vous remercier à vous tous parce que aussi poser les questions difficiles, that's how we keep ourselves accountable. It is not to attack, it is to make ourselves better. The highest standards we need to have is amongst ourselves. And that's how we will figure everything out. So thank you so much. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à nos 3 brilliant panélistes. Thank you so much. Please, no fight. Go ahead, Stanley. Vas-y, Stanley. Merci à tout le monde d'être là. Je pense que la rencontre ici permet une porte ouverte pour mieux se connaître, savoir qui nous sommes et continuer le partage. Parce que le dialogue, ce n'est pas de s'asseoir, c'est fini, c'est en continu. Donc, si on continue à semer des graines comme ça, c'est ce qui va donner des super beaux fruits plus tard pour la nouvelle génération. Donc, merci de m'avoir invité, Dynastie. Thank you for inviting me. One thing I would say, and it's really speaking to the notion of spirituality, I had the fortune to be initiated into Candomblé in Brazil in 2004. So I'm an adherent of the Afro-Brazilian religions. And the thing I learned from that is in the religions and in the movements with the music, there's moments where you say yes, and there's moments where you say no. You know, and that's sacred practice. Sacred practice is learning the intemporal. It's learning when you want to be in temporality. And I think, you know, we really need to think about, if we're talking about appropriation, reappropriation, the one thing I would say is that, do we understand the interior landscapes of our communities? You know, how do we construct them? Because that's, reappropriating is really taking an idea of what the interior landscapes are. Yeah, so this is sort of what I would say. And I mean, it's also, when you, even when you're in a religion like Candomblé, you're also asked to question yourself, to understand where your position is and be transparent about it. So let's use those sacred practices maybe as guides, as somebody was saying. It's important to understand that. On dirait que j'ai 1000 choses que j'aimerais rajouter, mais je veux juste qu'on s'encourage entre nous à laisser ça faire écho dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis à garder ça vivant. Je vous encourage juste vraiment à faire ça. Merci, vraiment beaucoup. En Wendat, on dit Tiawank Ine. En Soussou, on dit Inuwali. Puis je pense que de ramener nos langues dans les espaces aussi, ça va nous aider. Fait que n'hésitez pas à le faire. Merci à vous. On remercie Joséphine, Stanley, James et Aïcha. On les applaudit. Merci énormément.